Bien le bonjour tout le monde. On attaque désormais une période que je trouve personnellement passionnante, l'époque napoléonienne. C'est une période riche qui couvre deux régimes a priori différents, mais similaires dans la pratique. C'est pour ça que j'ai décidé de tout regrouper dans cette vidéo, sous le titre de régime napoléonien. C'est du 2 en 1 en quelque sorte. Ainsi, c'est d'abord le temps du consulat, puis l'ère impériale avec le Premier Empire. D'un point de vue temporel, on démarre en 1799 et on s'arrête en 1815, avec, nous le verrons, une brève pause sur la fin, que l'on évoquera dans la prochaine vidéo. Je précise qu'on n'abordera pas véritablement les batailles napoléoniennes ou encore les grands achèvements de Bonaparte. Et non, désolé de vous décevoir. On va plutôt aborder un angle moins courant en continuant de s'intéresser, comme jusqu'ici, à la structure juridique de l'État, à l'organisation de ses institutions. Il faut garder à l'esprit que ce n'est pas une approche dérisoire, puisque perdurent encore à ce jour maintes et maintes constructions institutionnelles mises en place par Napoléon. Si on prend par exemple les 4 années du consulat, eh bien on voit que beaucoup de ces réalisations façonnent la France pour longtemps. Allons, trêve de bavardage et démarrons. On s'était précédemment quitté sur la fin du Directoire, à l'issue du coup d'état du 18 Brumaire en 8. Nous sommes ainsi fin 1799 et toujours sous la Première République. Désormais, les Français sont prêts à donner entre guillemets carte blanche à Napoléon, pour peu qu'il instaure durablement de l'ordre en France, même si cela implique une gestion autoritaire. Ce que souhaite celui-ci, c'est poursuivre l'ambition ratée du Directoire, savoir concilier acquis révolutionnaire et stabilité. En bref, de l'ordre et du progrès. Napoléon va donc orienter son entreprise dans cette direction, quel qu'en soit le prix, histoire d'achever la Révolution. Tout ceci est rendu manifeste par une proclamation des consuls, présentée au peuple les jours suivants. C'est ainsi le moment pour lui et les acteurs qui l'entourent de bâtir une nouvelle constitution, la constitution de l'an 8. Elle verra le jour le mois suivant le coup d'état, soit le 13 décembre 1799, c'est-à-dire le 22 Frimaire en 8. Frimaire évoquant sans surprise le froid. L'idée n'est pas de passer sous silence ce qui a été rudement acquis. D'une part, les Français ont commencé à prendre goût à cette nouvelle ère historique, cet élan de droit et de liberté. D'autre part, les acteurs du coup d'état y sont assez attachés. Mais on veut surtout beaucoup de maîtrise. Sieyès, que l'on retrouve une fois de plus, a bien une constitution en réserve, mais elle est compliquée et se voit balayée d'un revers de main par Napoléon. Celui-ci s'investit alors beaucoup dans l'écriture de la Constitution, qu'il va tenter d'influencer au maximum. Il va veiller à ce que la France soit dotée d'un pouvoir exécutif puissant. Contrairement au texte du Directoire, la nouvelle Constitution brille par sa concision. Et ce n'est d'ailleurs pas une Assemblée nationale constituante qui élabora le projet constitutionnel, mais un comité plus secret, plus restreint. Sieyès, lui, garde en tête l'idée qu'il faut que les élites dirigeantes soient investies de l'approbation du peuple, ce qu'il résume par la phrase suivante « La confiance vient d'en bas, le pouvoir vient d'en haut ». C'est ainsi que le texte constitutionnel est approuvé par plébiscite, au tournant de la nouvelle année. Cette consultation populaire répond quasiment à l'unanimité par la favorable, même si le vote n'était pas secret, celui-ci étant consigné sur un registre public. Bon, de toute manière, la Constitution était déjà rentrée en vigueur quelques semaines auparavant. Donc voilà, le ton est donné. En termes de droit, l'égalité civile ou encore la propriété restent préservées. Mais on se réserve la possibilité de restreindre tout ceci, voire au besoin de suspendre les libertés publiques, si l'ordre est menacé. Quant à la liberté de la presse, elle est abolie dès janvier 1800. Il n'est par ailleurs plus question de souveraineté, de nation ou autre chose de ce style. Se met en place une consultation non contraignante du peuple, par le biais du plébiscite. La population émet un avis, mais le pouvoir n'est pas tenu de s'y conformer. Là où un référendum va plutôt porter sur un texte, le plébiscite a pour finalité de mesurer la confiance accordée à une personne, évoquant les sondages d'opinion de notre époque. Même s'il faut admettre qu'en dernière instance, la frontière entre un référendum et un plébiscite reste assez subtile.
C'est ainsi que l'on bascule progressivement vers ce que l'on peut appeler le césarisme bonapartiste, ou césarisme démocratique, en référence au romain Jules César. Car oui, la Rome antique sera une source d'inspiration pour Napoléon. L'idée, c'est qu'il mesure la confiance de la population, la vox populi, et tant qu'elle lui est acquise, tant qu'elle lui est favorable, eh bien il se dit qu'il a toute légitimité pour être maintenu à la tête du pays et faire ce qui est nécessaire. Donc le pouvoir reste en haut tant que la confiance vient d'en bas. Bon, ça, c'est l'esprit du régime. Maintenant, au niveau des différents pouvoirs, qu'en est-il ? Démarrons avec le pouvoir exécutif. Sous l'ère napoléonienne, il recouvre plusieurs réalités. Il y a ainsi d'une part les 3 consuls, Bonaparte, premier consul, ainsi que Cambacérès et Lebrun, respectivement 2e et 3e consul. D'autre part, il y a les ministres. Alors il est clair que Napoléon, en bref, concentre le pouvoir et s'occupe des affaires cruciales pour la France. C'est lui qui gouverne, qui promulgue les lois, s'occupe de la diplomatie et de l'armée, ou encore qui nomme et révoque aux fonctionnaires, membres du Conseil d'État, officiers de l'armée et ministres. Et au besoin, le gouvernement peut jouir de pouvoirs exceptionnels, par exemple en cas de complot contre l'État. Les 2 autres consuls, eux, sont plutôt des voix consultatives, pour des questions d'importance secondaire. On voit bien l'intention de masquer un pouvoir personnel par un simulacre de collégialité. Les consuls sont élus pour 10 ans, et indéfiniment rééligibles, sauf le 3e consul, en l'espèce Lebrun, élu lui pour un quinquennat, soit un mandat de 5 ans. Quant aux ministres, ils font office de conseillers du gouvernement. Comme sous l'Ancien Régime, ils n'ont pas de véritable pouvoir. Il y a ainsi un pouvoir exécutif a priori étoffé, mais celui-ci reste d'apparence, puisque tout converge vers le premier consul, donc Napoléon. Quand on voit à quel point cette fonction est favorisée, on peut penser qu'elle a été bâtie par lui, pour lui, et surtout dans l'optique que ça ne soit que lui. À certains égards, son pouvoir est déjà tel qu'il est comparable à ce dont disposaient les rois à l'apogée de l'Ancien Régime. Il y a toujours un électorat qui, sous l'empire de cette constitution, est composé simplement d'hommes âgés à minima de 21 ans. Le suffrage n'est donc pas censitaire. Toutefois, on assiste à un retrait démocratique, puisque ceux-ci se contentent de présenter des candidats sur des listes de confiance. Et ces candidats sont des gens considérés comme aptes à assumer la fonction publique. On retrouve ainsi la volonté d'une classe dirigeante d'élite. En résumé, le citoyen élit au niveau communal des candidats qui composeront la liste de confiance. Cette dernière procède à une opération similaire pour constituer une liste départementale. Enfin, cette même liste départementale désigne une ultime liste, une liste nationale, sorte de crème de la crème dans laquelle le Sénat puise le futur personnel politique. On reparlera du Sénat un peu plus tard. Notez que c'est dans la première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement, et dans la seconde liste départementale, les fonctionnaires du département. Retenez que ce système électoral est particulièrement indirect, ce qui distancie notablement le citoyen des véritables sphères de pouvoir. J'essaierai de vous mettre en description un lien pour visualiser en schéma l'organisation du régime. Quoi qu'il en soit, à terme, il y a des élus qui composent le pouvoir législatif, et celui-ci sera fractionné en plusieurs chambres. Là où c'est particulièrement exotique, c'est qu'il est non pas bicaméral, donc composé de 2 chambres, mais il est polycaméral, ou multicaméral, c'est-à-dire composé de plus de 2 chambres. On verra que le nombre de chambres peut être sujet à discussion. Et justement, étudions-les d'un peu plus près. D'abord, il y a le Conseil d'État, qui rassemble un groupe d'experts appelés conseillers d'État, chargés de préparer les lois. Il a un simple rôle consultatif, certes, mais l'expertise technique qu'il peut apporter au gouvernement se révèle précieuse. Il est aussi chargé de régler les conflits en matière administrative, résoudre les litiges liés à l'administration, ce qui veut dire qu'il a aussi une mission contentieuse. On en parlera probablement plus tard sur cette chaîne, car ce double rôle existe encore aujourd'hui, et il est incontournable dans la vie publique actuelle.
Puisqu'il confectionne les lois, on pourrait le considérer comme un organe législatif. Mais il le fait sous l'autorité des consuls, sachant qu'il les conseille. Ainsi, on pourrait également l'assimiler à un organe du pouvoir exécutif. En rappelant que des 3 consuls, c'est le premier d'entre eux qui dirige concrètement, ça fait que le Conseil d'État est au final soumis à Napoléon, qui, rappelons-le, nomme et révoque directement ses membres. Je vous détaille maintenant le rôle du Sénat, aussi appelé Sénat conservateur. Conservateur de quoi? Eh bien de la Constitution. Retenez bien son nom car il ne faut pas le confondre avec l'actuel Sénat, existant aujourd'hui, la filiation n'allant pas de soi. La Constitution lui accordait une place éminente, signe que cette nouvelle institution avait un grand rôle à jouer. Il est composé de 80 sénateurs, âgés d'au moins 40 ans et inamovibles, présents à vie, qu'on ne peut bouger. La rançon de cet avantage est qu'un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction publique. Donc en théorie, la composition du Sénat ne varie que rarement, au gré du décès de ses membres, ensuite remplacés. C'est cette assemblée qui aura le plus de poids législatif. C'est une sorte de spectre du conseil des anciens du défunt directoire, c'est-à-dire l'idée que seuls des gens éclairés, matures, pouvaient peser en matière législative. Point notable, le Sénat dispose de la prérogative de vérifier la constitutionnalité des lois, c'est-à-dire de leur conformité à la Constitution, qui, rappelons-le, est le corpus de règles suprêmes qui domine toutes les autres. S'esquisse donc de manière inédite, dans la vie publique française, un contrôle de constitutionnalité. Mais on calme tout de suite les éventuelles ardeurs, puisque cette prérogative ne sera jamais usitée, et vous comprendrez pourquoi. Il y a également ce que l'on appelle les senatus consultes, une catégorie d'actes juridiques non prévus par la Constitution, provenant de l'époque romaine, et qui permettent au Sénat de modifier la Constitution, et ce, sans l'intervention des assemblées, mais sous l'impulsion du premier consul. Notez quand même que le Sénat, au final, n'a pas de fonction législative. Cependant, il existe 2 autres assemblées dont les membres sont nommés par le Sénat à partir des listes nationales exposées plus tôt. Il y a d'une part le corps législatif, d'autre part le tribunat. Le tribunat comporte en son sein 100 membres, les tribuns âgés d'au moins 25 ans, élus pour un quinquennat et renouvelés au 5e chaque année. Autrement dit, tous les ans, il y a 20 tribuns sortants et 20 tribuns entrants. Les membres du tribunat sont indéfiniment rééligibles tant qu'ils demeurent sur la fameuse liste nationale. Le tribunat ne sert pas à grand chose, si ce n'est à discuter des projets du gouvernement. Quand les projets de loi sont adoptés, ils sont transmis au corps législatif. Et justement, le corps législatif, lui, est composé de 300 membres, disposant d'un mandat identique à celui des tribuns. Il se borne à voter, en secret, les projets qui lui sont déférés, présentés, d'où le surnom de corps des muets. On retrouve ainsi une sorte de répartition des tâches entre les assemblées, comme au temps du directoire, avec jadis le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens. Revenons au Sénat. Les 80 sénateurs sont cooptés, c'est-à-dire recrutés sur la base de candidats proposés tant par le tribunat que le corps législatif, mais aussi et surtout par le premier consul. Au début figure au compte des premiers sénateurs Ducos et Sieyès, qui n'est jamais bien loin des sphères d'influence. Ces deux-là sont nommés par l'exécutif dès l'origine et auront pour tâche au départ de désigner la majorité des sénateurs conjointement avec les deuxième et troisième consuls. Car oui, ab initio, au tout début, point de sénateurs. En fait, lors de l'entrée en vigueur de la Constitution, ils ont quitté leur poste de consul provisoire du coup d'État pour ensuite migrer au Sénat, histoire d'en faire le lancement. Il semble donc que l'on ait affaire à un pouvoir législatif polycaméral, mais on peut très bien spéculer sur le nombre exact d'organes le composant. On pourrait par exemple regrouper tribunat et corps législatif en une seule entité, car ils ne semblent pas chacun autonomes avec des attributions propres, un peu comme l'était donc le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens. Ces chambres se trouvent aux côtés du Sénat conservateur et du Conseil d'État, dont on ne sait pas trop s'il est vraiment législatif ou plutôt exécutif. Bref, sans se prendre la tête sur ces détails, il est certain que le pouvoir législatif du consulat est polycaméral.
Résumons comment s'articulent toutes ces entités. Le gouvernement, chapeauté par le premier consul, a l'initiative de la loi. Elle est élaborée grâce à l'expertise technique des conseillers d'État. Le projet de loi arrive au tribunat où il est discuté. Si celui-ci est retenu, il est transmis au corps législatif pour être voté. Donc, le Conseil d'État élabore le texte, les tribuns le discutent sans le voter, le corps législatif le vote sans le discuter. Et si en dernière instance, le vote se révèle favorable, si le projet est adopté par ce même corps législatif, il repart sur le bureau du premier consul qui promulgue le dit projet de loi. Autrement dit, par l'action de promulgation, il le convertit en une loi qui devient dès lors applicable. Quid d'une éventuelle inconstitutionnalité ? J'ai dit plutôt que le contrôle de constitutionnalité de la loi par le Sénat n'aura jamais eu lieu, pour la simple et bonne raison qu'il y a une grande proximité entre le premier consul et le Sénat. On remarque donc en bref que la loi émane du gouvernement, largement contrôlé par le premier consul, et boucle sur lui. Toutes les entités exposées, qui pavent le chemin de la loi, composent alors un paysage institutionnel factice, dont la seule réalité est la suprématie de Bonaparte. Et celle-ci ne va cesser de s'accentuer jusqu'à sa chute. Au fil du temps, il est présenté comme un artisan de paix, de stabilité, bref, un homme providentiel qui mérite d'être récompensé. On a alors un Senatus Consulte qui anticipe la reconduction de Napoléon dans ses fonctions, pour qu'il le reste jusqu'en 1819. Mais lui trouve ça pas assez sympathique, et soumet directement au plébiscite la question suivante. Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie ? Le oui l'emporte sans souci, et le 16 Thermidor en 10, soit le 4 août 1802, un Senatus Consulte va encore plus loin. Il est notamment désormais en mesure de désigner son successeur, ainsi que les deux autres consuls en cas de vacance du pouvoir. Il dispose même d'un droit de grâce, parmi d'autres attributions. Autant dire que tous ces aspects réunis en font un monarque caché, officieux, couvert par un régime d'apparence républicaine. Il faut toutefois mentionner qu'on n'est pas encore en présence d'un pouvoir transmis héréditairement. Napoléon peut désigner son successeur, mais le fait que ce soit automatiquement sa propre descendance n'est pas encore acté. Et encore, là je ne vous ai pas tout dévoilé, mais retenez que ce Senatus Consulte renforce drastiquement le pouvoir de Napoléon et opère moult changements institutionnels, au point qu'on y voit parfois une sorte de constitution officieuse, la constitution de l'an 10. On a même pu dire qu'à partir de l'an 10, Napoléon devint plus puissant que Louis XIV en son temps. Au passage, on signalera qu'il s'emploie à réduire au silence le tribunat et le corps législatif. Car le tribunat avait tendance parfois à contredire le premier consul. Il l'ouvrait trop quoi. Comme s'il n'avait pas vraiment compris quel était le centre de gravité du pouvoir, ce qui lui vaudra d'être dans un premier temps réduit à 50 membres. D'ailleurs, il finira par être tout simplement supprimé en 1807 par un autre Senatus Consulte. Voilà. Quant au corps législatif, c'est le gouvernement qui se charge de le convoquer ou de le congédier. On assiste alors à une véritable subordination. En marge de cela, puisque la presse fut muselée dès le début du consulat, une propagande provenant du pouvoir va faire poindre le spectre d'un retour du chaos en France, tout en avertissant que celle-ci aura besoin plus que jamais d'un protecteur, d'un sauveur, autrement dit, le premier consul lui-même. Un classique ô combien efficace. Il faut mentionner, il est vrai, que la France reste menacée par des puissances étrangères, des coalitions, notamment la perfide Angleterre, une fois encore. Donc ça tombe bien, ce n'est pas vraiment un mensonge, plutôt une récupération politique bienvenue, opportune. En outre, Napoléon a conclu un accord avec le pape par le biais du Concordat, ce qui lui permet de redonner un repère religieux historique à la population. Sans compter que les finances, le régime et la société sont globalement stables. Ajoutons à cela qu'en 1812, on a par exemple un complot du général Mallet visant à renverser notre brave Corse qui est déjoué. On avait déjà eu également la tentative d'assassinat rue Saint-Nicaise
en 1800, avec la fameuse machine infernale. Donc ça passe finalement sans trop de problèmes. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin quand on peut aller au bout de cette logique? C'est pourquoi le Sénat conservateur va en ce sens inviter Napoléon à se pérenniser pour, je cite, « achever son ouvrage et le rendre immortel comme sa gloire ». C'est donc l'objet d'un nouveau texte constitutionnel, amené par le Senatus Consulte du 18 mai 1804, soit le 28 Floréal an 12. À partir de là, on parle de constitution de l'an 12. Même si c'est un texte nouveau, l'esprit de celui-ci demeure peu ou prou le même que celui du consulat, et des diverses réformes étant intervenues dans l'intervalle. En résumé, tout provient de Bonaparte, sous son contrôle, et passe par lui. À compter de ce moment, le citoyen Napoléon, le petit caporal, premier consul de la République, devient Napoléon Ier, empereur des Français. La dignité impériale devient alors transmissible à sa progéniture. Elle est déclarée héréditaire. Conformément à la tradition monarchique, il sera sacré. Le sacre s'effectuera en la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804, scène immortalisée par la célèbre peinture de David. Personnellement, j'ai pu voir sa fidèle reproduction au château de Versailles, et c'est franchement parmi les choses les plus époustouflantes que j'ai pu voir. On parle d'un tableau de plus de 6 mètres par 9. On peut pas le louper. Le système monarchique relancé, il aura alors cours pendant des décennies avec et sans Napoléon. C'est ainsi que meurt la Première République, qui aura été animée par la Convention, puis le Consulat, en passant par le Directoire. Et c'est là tout le paradoxe du régime. Seulement une quinzaine d'années après des troubles incroyables ayant bouleversé la société, après l'exécution du roi et le rejet de la monarchie, les Français, d'une manière ou d'une autre, ont progressivement remis un monarque à leur tête, avec sa cour, et ce, sans protestation d'envergure. Certes, le nouvel empereur exerce une pression, impressionne. D'un autre côté, son prestige est immense, et il est très respecté, donc cela est jugé admissible, voire bienvenu. Au fil du temps, Napoléon va impulser maintes et maintes réformes, dont beaucoup perdurent toujours, telles que la mise en place d'une structure juridictionnelle aboutie, la création du lycée, de la Légion d'honneur, de divers codes juridiques d'importance comme le Code civil. Il instaure le franc comme monnaie, etc., etc. Ces nombreuses victoires militaires seront le vecteur de l'idéologie française, notamment juridique. Le Code civil sera ainsi exporté et irriguera les territoires conquis, entraîné dans le sillage de l'empereur. Mais l'Empire connaîtra à partir de 1812 un déclin significatif. Et coup de théâtre, ce sera le Sénat conservateur, pas si servile et docile que cela, qui votera en 1814 la déchéance de l'empereur, suite à l'échec de la campagne de France et de l'occupation de Paris par les troupes coalisées. La fin de ce temps impérial sera définitivement marquée en 1815 par sa défaite militaire à Waterloo, en Belgique. Pour certains, c'est d'ailleurs à ce moment précis que prend véritablement fin la Révolution française. Avant de vous laisser, je ne résiste pas à l'envie d'évoquer avec vous certaines choses relatives à cette époque incroyable. Aujourd'hui, je souhaitais du mieux possible vous exposer un aspect original, un autre aspect de Bonaparte dans l'histoire, qui est objectivement impossible à ignorer, car incontournable. Récemment, nous avons eu la célébration des 200 ans de la mort de l'empereur, et à cette occasion, j'étais surpris de lire et d'entendre certains propos, certaines discussions. Non pas que le débat autour de sa personne soit interdit, c'est même bien qu'il y en ait un. J'ai trouvé que ça manquait de culture et de mesure sur certains points, avec un peu de mauvaise foi quand même. Qu'on se le dise tout de suite, Napoléon Bonaparte n'est pas à part dans le genre humain, en ce sens qu'il a, comme toute personne, dans son histoire, des actes, des faits qui l'honorent, et d'autres qui le rendent plus méprisable. On a parfois désigné Napoléon comme étant un dictateur. Et vous savez quoi ? Eh bien c'est vrai. Et c'est simplement là-dessus que j'ai décidé, pour terminer, d'élargir le propos de cette vidéo.
Déjà, une règle cruciale lorsque l'on se penche sur l'histoire. Il faut bannir l'anachronisme. En bref, éviter de plaquer notre regard actuel sur le passé, car le contexte, les codes d'une époque révolue peuvent différer des nôtres. Pour se resituer, si vous avez bien suivi jusqu'ici les vidéos, la France et son peuple, au tournant du 19e, se cherchent. Il y a eu des bouleversements incroyables. Quand on pense dictateur, spontanément, aujourd'hui, on pense à... Oula, attention. Ouais, quoi? Risque de censure. C'est vrai. Quand on pense dictateur, spontanément, aujourd'hui, on pense au moustachu, fils de douanier autrichien, qui aimait le logo Darty et qui rata les beaux-arts. C'est bien, c'est impeccable. Oui, vous savez, Rudolf Zickler ou encore Youssef Kristaline. Mais ces types-là n'ont rien à voir avec Napoléon, pour peu que l'on arrive à distinguer une dictature d'une tyrannie. Prenons le temps de citer Jean Tullard. Stabiliser la Révolution, asseoir cette nouvelle société, mais comment? La stabilisation passait par la politique. L'idéal eût été une monarchie constitutionnelle. L'expérience avait échoué en 1792 et l'on ne pouvait la reprendre. La République? Tantôt elle s'était faite trop autoritaire, liant sa destinée à celle de la terreur, tantôt elle s'était révélée trop faible, allant de coup d'État en coup d'État sous le Directoire. Restait une solution. Une dictature, non pas une dictature militaire, mais une dictature de salut public, comme ça avait été jadis le cas à Rome. En période de péril, on allait chercher un sauveur auquel la République donnait tous les pouvoirs. Ça avait été le cas pour Cincinnatus, arraché à sa charrue. La République sauvée, il était retourné se consacrer aux travaux des champs. Le consulat établi après le 19 Brumaire fut une dictature à la romaine. C'est Napoléon qui le dit lui-même à Sainte-Hélène. Lorsque je me mis à la tête des affaires, la France se trouvait dans le même état que Rome lorsqu'on déclarait qu'un dictateur était nécessaire pour sauver la République. Tous les peuples les plus puissants de l'Europe s'étaient coalisés contre elle. Pour résister avec succès, il fallait que le chef de l'État pût disposer de toute la force et de toutes les ressources de la nation. Donc vous voyez, pour faire simple, le dictateur se voit confier un pouvoir, certes possiblement immense, mais il y a l'idée d'une adhésion populaire, avec un encadrement minimal. La tyrannie, c'est quand ça dégénère en un pouvoir qui irait contre le peuple, qui dépasserait le cadre convenu. Voilà pour les grandes lignes. D'ailleurs, sur certains points, on a encore des traces de cela dans notre actuelle constitution, mais je vous en parlerai en temps voulu. Le régime napoléonien ressemble à bien des égards à une dictature, mais, et ça n'engage que moi, je pense que dire qu'il est une tyrannie relèverait de la malhonnêteté intellectuelle. Donc par cet exemple ponctuel, je voulais tenter de vous montrer que les choses peuvent être plus subtiles qu'il n'y paraît. Bon attention, hein, les régimes napoléoniens, ce sont des régimes autoritaires, mais à mon sens, non tyranniques. Et au final, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout simplement de vous plonger dans cette période pour vous faire votre propre opinion, en variant les sources sérieuses et crédibles, et plus largement, le faire à chaque fois qu'une chose travaille votre raisonnement, votre réflexion. À aucun moment, je pense que ça ne sera du temps perdu. La vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle aura été instructive et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un commentaire, un pouce vers le haut. C'est vraiment important pour que je puisse gagner en visibilité. Je vous dis à la prochaine pour parler de la restauration. Et d'ici là, prenez soin de vous. A plus.